Comment se remettre en selle? Comment s'y remettre? Parce que je pense que j'étais si proche quelquefois. Même aujourd'hui. Où, vous savez, vous êtes juste là. Et puis l'esprit commence à partir. Et puis maintenant, je suis de retour dans mon fauteuil. Et je pense à mes impôts. Comment s'y remettre? Mais comment s'y remettre? Parce qu'on est en plein milieu d'une méditation. Et qu'il nous reste encore 45 minutes ou 1 heure à passer. Et je ne sais pas comment faire pour m'y remettre. J'étais si proche. Et maintenant je ne sais pas comment recommencer. Tu veux lancer ta bouée de sauvetage, hein? Oui. À combien de personnes cela est-il arrivé? Combien de personnes sont en train de naviguer? Et tout d'un coup, les choses vont de travers. Et la prochaine chose que vous faites, c'est que vous détestez la personne assise à côté de vous. Vous ne la connaissez même pas. Vous détestez la vie. Vous voulez démissionner. Vous me détestez. Tout ça. Et regardez. Combien de fois devrez-vous faire cela avant de réaliser que vous ne voulez plus le faire? Si vous êtes vraiment un étudiant sincère, au moment où vous commencez à en arriver là, vous commencez à revenir et vous vous fatiguez. Ou vous ne pouvez pas vous reconnecter à nouveau. Je veux que vous sachiez que vous êtes arrivé à la fin de vos croyances émotionnelles. Vous êtes arrivé à la fin de votre réseau neurologique. Et il n'y a que 2 choses à faire. La première est de revenir en arrière. De choisir quelque chose de banal qui va préoccuper votre esprit pour ne pas avoir à aller plus loin dans l'inconnu. Ou l'autre est de croire que vous pouvez aller un peu plus loin. Maintenant, si vous croyez que vous pouvez aller un peu plus loin, alors toutes ces pensées ne sont que des pensées dans votre tête autour desquelles vous devez créer une cohérence. Donc si vous vous arrêtez et que vous dites « Je vais maîtriser ce moment », oubliez d'aller quelque part, de faire quoi que ce soit, de suivre des instructions. Je vais juste travailler avec mon corps pour le ramener dans le moment présent et continuer à me déployer dans la possibilité. Voici ma question. Si vous avez retourné ce cuirassé, même légèrement, en exécutant une volonté qui est plus grande que ce programme, et que vous êtes à la poursuite de votre propre liberté, et que votre cerveau et votre personnalité vous battent, j'ai eu ces moments. Et vous savez quoi? C'est David et Goliath. Ça m'a toujours semblé plus grand que moi, parce que je lui ai donné tellement de mon attention et de mon énergie que c'est plus grand que moi. Mais lorsque je n'y prête plus attention, et que donc je ne lui donne plus mon pouvoir, je peux me réinstaller dans le moment présent. Et ce n'est plus qu'une pensée. Et j'examine cette pensée, je la regarde et j'en deviens très familier et conscient. Et puis mon cerveau va dire, eh bien, et ça, tu as fait ça mal. C'est trop tard. Abandonne. Et puis je réponds à cette pensée. Voici ma question. 45 minutes de bataille avec votre personnalité, en choisissant continuellement l'amour et en vous ouvrant plus profondément à lui. Si tu fais l'effort de désinvestir ton attention et ton énergie de Goliath et de ramener l'énergie vers toi, est-il possible que la prochaine méditation que tu auras soit, pour toi, la méditation la plus facile pour connecter? Est-il possible que cette méditation ait dû se présenter à vous pour que vous puissiez évoluer à travers elle? Oui ou non? Et votre corps vous dit simplement « Écoutez, je préfère m'inquiéter de mes impôts que de me connecter au divin. » Oui ou non? Il y a un livre qui est un de mes livres préférés de tous les livres que j'ai pu lire. Il s'appelle Le Lion Rouge. Le Lion Rouge raconte l'histoire d'un initié qui tue un alchimiste et boit la pierre philosophale. Il boit le Lion Rouge, l'élixir de vie qui rend immortel. Et il n'était pas prêt à boire cette pierre philosophale. Il n'avait pas la bonne conscience. Et quand il l'a bu, il n'a jamais oublié aucune de ses vies. Et il a vu tous ses démons. Et ce livre est le voyage de cette âme à travers les différents niveaux de chaque vie. Vous pouvez imaginer que vous et moi pouvons nous identifier à lui. Il tombe sur une société secrète et il est initié. Il y a un chapitre dans le Lion Rouge qui s'appelle le Kiar meurtrier. Et je demande à mes enfants de lire ce chapitre chaque année. Chaque année, ils doivent lire ce chapitre parce que l'initié s'assoit devant une statue inanimée. Et son travail consiste à animer cette statue et à lui donner vie. Vous êtes avec moi? Et pendant des années, il se réveille le matin, fait son thé, prend son petit déjeuner, et puis toute la journée, il met sa force vitale et son énergie à animer cette statue particulière. Et après des années, il remarque qu'elle avale. Il remarque qu'elle bouge son doigt. Et au moment où il commence à réaliser qu'il peut prendre quelque chose d'inanimé et l'amener à la vie, il lui donne plus de son attention et de son énergie. Vous êtes toujours avec moi? Jusqu'à ce que ce soit un être qui marche et qui parle. Maintenant, voici le problème. Cet être qui marche et qui parle est son alter ego. Et il ne le sait pas. Et il est abusif, il est irrespectueux. Il est contrôlant, il est arrogant, il est méchant. Et chaque fois qu'il réagit à lui, ça lui prend un peu de son énergie. Et au fil du temps, il perd toute sa force vitale, parce qu'il porte tellement d'attention à cette chose, et cette créature dit « Allez, déteste-moi » Et il le provoque parce qu'il sait que plus il réagit,
plus il lui donne son énergie. Et maintenant, il est à son dernier souffle. Et il réalise, à la toute dernière minute, que c'est lui qui lui a donné vie. Et c'était l'extension de son ego altéré. Et il prend la décision à partir de ce moment-là de ne plus y prêter attention. Et maintenant, cette chose fait tout pour l'énerver. Et il est conscient de l'initiation. Et avec le temps, il garde son attention ailleurs. Et les choses commencent à s'étioler. Et il reprend tout son pouvoir. Et il a incréé la chose même qu'il avait créée. Et il n'avait plus d'ego altéré. Après ceci, vous comprenez? Oui, vous lui donnez du pouvoir. Vous lui donnez de l'attention et il devient plus grand. Si vous savez juste que vous devez traverser ces couches, que c'est un voyage, et vous le faites à ce moment même. Vous montez en selle parce que vous décidez que c'est le moment. Et quand votre corps est frustré et devient émotionnel, et vous allez dans le haut bêta. C'est le moment décisif pour que votre cerveau et votre corps se stabilisent dans le moment présent et pour se déployer à nouveau dans la possibilité. Et je l'ai fait, fastidieusement, pendant des heures. Et juste quand je pensais que je ne pouvais pas aller plus loin, j'ai dit, j'ai fini, tu vas un peu plus loin. Et c'est là que vous entrez dans l'inconnu. Et ça tombe tout seul. Et tu diras exactement ce que tu dis à chaque fois que ça arrivera. Ça en valait vraiment la peine. L'une des questions les plus fréquentes que nous recevons au sein de notre communauté, en particulier de la part des étudiants débutants, est la suivante. Comment dois-je faire la respiration? Et avant de répondre à comment dois-je faire la respiration, parlons du pourquoi de la respiration et des raisons de la pratiquer. Donc le but de la respiration est de sortir l'esprit du corps, de prendre toute l'énergie qui existe dans nos 3 premiers centres, l'énergie que nous utilisons pour créer une vie. C'est l'énergie sexuelle, toute l'énergie que nous utilisons pour digérer le repas, toute l'énergie que nous utilisons pour surmonter une menace ou un défi dans notre environnement, toute cette énergie qui se repose dans nos 3 premiers centres, et faire remonter cette énergie dans le cerveau. Maintenant pensez à ça. La conscience de la plupart des gens, l'énergie de la plupart des gens, les pensées, les sentiments de la plupart des gens envoient continuellement de l'énergie sous forme de pensée. Maintenant, rappelez-vous, chaque pensée a une fréquence. Chaque pensée a une énergie. Chaque pensée est transportée par une énergie. L'information est transportée sur une fréquence. Chaque pensée que vous pensez produit un champ énergétique. Donc, les pensées de la plupart des gens sont connectées à leurs 3 premiers centres. Et les 3 premiers centres sont les centres de la survie. Donc, que vous ayez des pensées sur votre identité sexuelle ou des fantasmes sexuels, que vous pensiez à des pensées qui ont à voir avec la douleur et la souffrance, la culpabilité, la honte et l'indignité, que vous ayez des pensées de colère, d'agression, de jugement, de peur, de haine, de colère, de frustration, ces pensées produisent certaines substances chimiques dans le cerveau appelées neuropeptides. Ces produits chimiques commencent alors à envoyer des signaux aux différents centres hormonaux. Et ces centres se remplissent d'énergie. Comme lorsque vous avez une pensée sexuelle. Tout d'un coup, si vous avez un fantasme sexuel, certains neuropeptides sont libérés pour envoyer un signal à votre premier centre et tout d'un coup, l'énergie se déplace dans ce centre. Et maintenant, une fois que l'énergie est dans ce centre, vous émettez des informations à partir de ce centre dans le champ. Mais si les gens ont certaines pensées, qu'il s'agisse de pensées sexuelles ou de pensées liées à la souffrance ou à la douleur, à la culpabilité ou à la honte, ou encore des pensées liées à la frustration, à la colère ou à l'agressivité, ces pensées produisent alors certaines substances chimiques qui commencent à envoyer des signaux à certains centres hormonaux pour que vous vous sentiez d'une certaine manière. Une fois que vous avez ressenti ce sentiment, et que vous vous sentez maintenant en colère, souffrant, sexuel ou autre, le sentiment même que vous ressentez va influencer davantage les mêmes pensées qui produiront les mêmes produits chimiques. Et tout d'un coup, les gens sont pris dans ces boucles qui deviennent leur état d'être. En d'autres termes, ils prennent la pensée sous forme d'émotion et la stockent sous forme d'énergie dans ces 3 premiers centres. Ainsi, la majorité de notre énergie se trouve dans nos 3 premiers centres et très peu dans les centres qui sont au-dessus des 3 premiers centres. Ainsi, la répétition de ce cycle au fil du temps conditionne le corps à devenir l'esprit de cette émotion. Nous avons donc toute cette énergie créative stockée dans nos 3 premiers centres et 95% de ce que nous sommes devient un ensemble de réactions émotionnelles subconscientes, de comportements, d'habitudes, de programmes câblés dans lesquels le corps a été conditionné pour devenir l'esprit.